et bienvenue dans Athletes Corner. Aujourd'hui, nous recevons Laura Flessel, la championne d'escrime au Fouquet's Barrière à Paris. Bonjour Laura. Bonjour Maxence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Entre deux entraînements, ça va. Entre deux, c'est super sympa d'être passé en tout cas. Alors le principe de notre interview est simple, on veut mieux vous connaître. Alors tout de suite, une petite aide, parce que je suis sympa, c'est ce joker. Merci. Donc, si vous n'avez pas envie de répondre à une question, vous me le remettez. Je dis stop tout de suite. Et on arrête la question et on passe à autre chose. Donc voilà. Vous êtes prête? Prête. C'est parti. Alors Laura, vous avez commencé l'escrime à 6 ans. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport? Le fait d'être en tenue blanche, parce que ma mère voulait que je fasse de la danse classique et le tutu rose ne me plaisait pas. Donc il fallait faire une contre-position et j'ai eu la chance en fait de voir une rétrospective d'un match de sabre et ça m'a plu. En fait, c'était une danse mais avec une arme au poing, donc voilà, ça a été le coup de foudre. À 6 ans, si jeune que ça? 5 ans et demi exactement, oui. Oui, ça a été vraiment le coup de foudre. Donc je ne savais pas que c'était l'escrime, mais ce que j'avais vu, c'était cet assortiment, ce masque. Tout était permis justement derrière ce masque. Donc voilà, ça a été vraiment le coup de foudre. Et le lendemain, j'étais dans une salle d'escrime. Motivée quoi? Oui. Affreusement garçon manqué. C'était surtout ça. Alors à 19 ans, vous partez de Guadeloupe et vous arrivez en France pour intégrer le Racing Club. Alors ça a été difficile? Alors, j'ai été détectée très tôt, à 14 ans, et en fait, je ne voulais pas couper le cordon ombilical. Je me sentais bien chez moi, en Guadeloupe, à faire de temps en temps des allers-retours en fait en métropole. Sauf que la fédération m'a proposé de rentrer et avec ma mère, en fait, il y avait comme un contrat moral, c'est-à-dire qu'il fallait aussi travailler pour les études. Et à ce titre, en fait, j'ai préféré avoir mon bac en poche à 18 ans et partir en métropole. Après, le choix du club, ça a été fait par la suite. Mais c'est sûr que c'est un déracinement, mais j'étais bien encadrée à ce moment. Et c'était plus dur pour vous, pour votre maman? Ça a été plus dur pour nous deux parce que je suis issue d'une famille nombreuse de 4. Ma soeur était déjà partie aux États-Unis. Mes 2 frères étaient gérés dans l'adolescence, donc ils courent un petit peu après les filles. Et avec ma mère, c'était un rapport assez fusionnel, donc ça a été dur pour les deux. Ouais. Double championne olympique d'escrime, 6 fois championne du monde, 1 fois championne d'Europe. Alors quel est le titre qui compte le plus pour vous? Tout contre, parce que c'est à chaque fois en fait une expérience différente, c'est une histoire, une préparation avec des groupes de personnes et à chaque fois c'est des préparations stressantes, donc chaque victoire compte. En revanche, j'ai commencé en fait par le plus dur, j'ai commencé par avoir un titre olympique, alors que normalement la normalité voudrait qu'on commence par un titre européen, après les mondes et olympiques. Donc j'ai fait en fait une course à l'envers. Et j'ai couru pendant 7 ans après un titre de championne d'Europe. Donc je l'ai eu en poche, j'avais tous les titres et c'était formidable. Mais c'est vrai que le titre qui compte le plus dans la carrière d'un sportif et surtout amateur, c'est le titre olympique. Donc le premier finalement. Voilà. Donc comment vous êtes arrivé au top? Arrivé au top, on n'est jamais au top. Je dirais on frôle la perfection, mais dans le sport, ça n'existe pas. Donc ça nous permet aussi de nous remettre en question et de travailler à chaque fois pour essayer d'arriver vers la perfection. Mais je dirais qu'avec un bon entourage autour de soi, que ce soit le club, le LPR aujourd'hui, les maîtres d'armes nationaux et Hervé, que ce soit mon mari, ma fille, tout mon entourage proche me force à me remettre en question et ça me permet d'avancer. Alors vous avez choisi l'épée comme arme. Pourquoi l'épée? Alors, ce qui m'a amené à l'escrime, ça a été le sabre. Lorsque, à 5 ans et demi, je suis arrivée, les filles ne faisaient pas de sabre, donc j'ai fait du fleuret. Et en fait, j'ai bifurqué à l'épée, donc la dernière arme, parce que le fleuret, c'était une arme de convention. C'est toujours une arme de convention, mais l'erreur est quasi permanente. Et donc, à ce titre, j'ai choisi l'épée pour justement être plus en harmonie et en respect avec l'arbitre. Puisque quasi, on n'a pas besoin d'arbitre, puisque on peut toucher 3 fois, on a 3 solutions. Donc, on est libéré de tout problème, de tout gros problème d'arbitrage. Donc, j'ai bifurqué à l'épée. Donc, bon choix finalement.
Très bon choix, oui. Très bon choix, mais le fleuret a été pendant 12 ans, en fait, je dirais l'arme de bataille chez moi. Et c'est vrai que j'ai une très bonne expérience. Et mon jeu de fleurettiste, de temps en temps, me sauve dans mon jeu d'épéiste aujourd'hui. Alors maintenant, quel est votre prochain objectif? Alors, mon objectif, à très très court terme, c'est-à-dire que là, nous sommes revenus des championnats d'Europe. En Bulgarie, et là d'ici 15 jours en fait on partira en Turquie au championnat du monde, donc c'est un objectif, je dirais, très important dans le sens où on se remet en question, mais c'est surtout qu'on détient, la France détient à l'épée féminine, nous détenons le titre de championne du monde, donc on va essayer de le garder pour une troisième fois de manière consécutive. Donc c'est intéressant. Le titre mondial, c'est une Allemande qui l'a, donc quelque part c'est un nouveau défi pour moi. Et je dirais l'année prochaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra organiser, on organisera en fait les championnats du monde au Grand Palais. Ah oui, donc grosse motivation pour l'année prochaine, quoi. C'est toujours plus dur de tirer chez nous parce qu'on a son public, on a sa famille, on a ses partenaires. Donc c'est vraiment plus dur, mais on est transcendé justement par cette grosse émulation. Donc voilà, l'année prochaine, en 2010, au Grand Palais. Bon, on croise les doigts pour vous en tout cas, à l'avance déjà pour 2010. Il faut tout croiser. Voilà, je croise les jambes aussi, comme ça, on est sûr que vous allez gagner. Alors vous avez imposé votre jeu. Et vous avez rendu l'escrime plus populaire. Or, comment est-ce que vous expliquez un tel engouement du public pour vous? Alors, je dirais que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de résultat. Je dirais qu'on n'a rien sans rien. Il y a eu un gros travail, il y a eu plein d'implications. Je replace encore tout le groupe en fait qui m'entraîne, parce que on est personne oui, je ne serais personne si ils n'étaient pas là. Mais après, il y a eu un travail avec mon mari qui était dans la communication, un conseil. En fait, Adidas nous avait mis en 96 en place le travail avec un conseil qui nous a planifié, qui m'a permis en fait de planifier et les études et je dirais la réussite sportive en parallèle pour pouvoir justement découvrir en fait différents milieux. On a fait du média training, donc quelque part il y a eu cette assise les 4 premières années de 96 à 2000, et après on a fait toute une planification, une stratégie pour aller découvrir avec, je dirais, toujours les médailles qui étaient là, pour aller découvrir d'autres mondes et puis voilà. Donc je dirais je suis une passionnée et tout ce que je fais aussi avec passion, que ce soit pour m'occuper de ma fille, que ce soit pour m'occuper de ma famille, faire de l'escrime. Il y a toujours un grand P. D'ailleurs, c'est ma règle des 3 P, c'est un peu de peur, de la passion et du plaisir. Donc ce sont ces 3 règles qui me permettent de m'avancer. Mais par excellence, je suis curieuse. Donc je suis allée dans différents domaines, que ce soit dans le social, que ce soit dans le sportif, que ce soit dans la mode, dans la culture, parce que justement, j'avais envie de découvrir d'autres sphères. Et le fait de découvrir me permettait de revenir et de me dire j'ai envie de faire encore plus de choses. Et tout récemment, en fait, avec UNSG Plan, je suis allée au Sénégal, puis en Haïti, voir justement ce que faisaient les donateurs français, enfin ce que permettaient les donations de Français à l'étranger, et ça m'a plu. Je suis revenue, je me suis dit bon, j'ai encore des choses à faire, donc je continue l'escrime. Alors vous avez un super surnom, la guêpe. Alors est-ce que vous l'aimez? C'est un surnom qui me colle depuis toujours. Ça coïncide bien en fait au tempérament en fait que j'avais lorsque j'étais petite, et ça diffère pas trop aujourd'hui, sauf qu'il y a plus de maturité. Mais lorsque j'étais petite, le surnom est venu en fait d'un président de ligue qui m'avait vu en compétition et je n'avais pas de tenue j'étais toute petite menue et j'avais une grande veste, je dirais un gros masque, et en fait quand je sautillais ça tremblait, ça bougeait dans tous les sens, et surtout je m'arrêtais jamais. Donc j'avais très peu de technique, mais je m'arrêtais jamais. Donc je clouais, j'avais tendance à clouer les filles sur les murs, et donc du coup on me disait halt. Et c'était au bout de la 4e fois que je voulais bien daigner arrêter. Donc voilà, c'est un petit surnom énergique que j'aime beaucoup, voilà. Ah, et en plus il date d'il y a super longtemps.
Voilà, on a amélioré le style, mais le surnom me colle à la peau. Le surnom reste en fait. Alors vous avez dit que vous continuerez votre carrière au moins jusqu'à 2010. Alors après, qu'est-ce que vous comptez faire? Continuer? Arrêter? L'escrime, c'est un sport amateur, donc on ne parle pas de reconversion, on parle de carrière professionnelle en continu. Donc je continuerai. Tout ce qui touche à l'organisation d'événements me plaît, tout ce qui touche aux enfants me plaît, le milieu social aussi, donc j'ai beaucoup de missions. Je dirais en attente et lorsque j'arrêterai, ben, je pourrai le faire à 200%. Ouais, à 200%. Quoi. Il y a une vie après l'escrime finalement. Il y a toujours une vie après l'escrime. Oui, ma fille, elle ne veut pas rester seule, donc il y a beaucoup de projets. Oui, elle vous attend aussi. Maman revient. Non, c'est surtout maman ramène-moi une sœur. Voilà, c'est surtout ça. Bah oui, c'est vrai. Après, alors, à votre avis, quelle est la principale qualité qui a fait de vous une grande escrimeuse? Oh, je vais sortir mon P de passionné. Voilà, c'est la passion. Voilà, passion et je dirais déterminée, la détermination. Oui, je suis pas têtue, mais presque. Un petit peu quand même, mais il le faut en même temps. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un défaut? Obstiné. Têtu, c'est légèrement, je dirais, négatif. Non, obstiné. Voilà, c'est ma qualité. Voilà. Et votre défaut? L'obstiné. Voilà, je ne lâche rien. Est-ce que vous avez des regrets? Des regrets? On en a toujours. Je dirais que dans la vie de sportif de haut niveau, il y a beaucoup d'avantages. On oublie justement le fait de réussir en fait nous permet d'oublier certains regrets. Mais oui, c'est-à-dire qu'au niveau de la présence, je dirais de par ma famille ou de par mes amis, on est souvent absent. Donc on essaye de pallier justement à ce manque on a des périodes de trêve où on a des petits moments, on essaie de se retrouver. Donc on essaie de pallier à ces moments de manque avec tous les moyens de communication. On est en permanence, mais c'est vrai que le sport aussi nous restreint à être dans un milieu, je dirais, clos où on est obligé de faire attention à l'alimentation. Donc on mange pas n'importe quoi. On est régi aussi d'avoir une bonne récupération. On ne peut pas sortir, même si on le faisait lorsqu'on était très très jeune. On ne peut pas en fait se permettre de sortir à point d'heure parce qu'on sait que les entraînements sont le lendemain et on risque des blessures. Donc oui, il y a des contraintes, mais je vous dirais qu'il y a tellement de médailles qu'on oublie ces contraintes et on vit sans regret. Alors vous n'avez jamais douté? Mais le doute nous permet de faire avant. Le fait de douter nous permet de nous remettre en question. Donc ça veut dire qu'on est perfectible. Donc moi j'espère que le truc c'est que le doute ne reste pas longtemps pour ne pas gérer inhibé. Mais oui, le fait de pouvoir douter à certains moments me pousse encore à me remettre en question et à avancer. Alors justement, à côté de l'escrime, donc vous avez monté votre propre structure avec votre mari. Donc vous travaillez avec les enfants. Alors de quoi s'agit-il? Avec mon mari, on a créé une Balestra. C'est une mission basée sur le développement, la démocratisation de l'escrime. C'est-à-dire qu'on est parti du raisonnement que pour faire connaître l'escrime, il fallait aussi aller dans les clubs. Donc ça c'était un fait, on avait commencé comme ça. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait souvent pénurie de matériel d'initiation, donc destiné à l'initiation, non pas à la compétition. Et donc en fait la réflexion est partie de là et nous sommes allés en fait vers nos partenaires en leur proposant de nous permettre d'amener du matériel d'initiation pour justement essayer de faire
promouvoir notre discipline. Et c'est parti comme ça. Donc, on était parti sur un mois, un club. Donc, c'était un club naissant, un club en difficulté ou un club géré dans un quartier difficile pour pouvoir justement insérer l'escrime. Parce qu'il y avait déjà l'athlé, la boxe, le basket, mais il n'y avait pas d'escrime. Donc, du coup, on est allé et on est parti. Et c'est vrai que beaucoup de partenaires comme la Fondation Cartier, la Fondation Lagardère nous ont permis justement, avec Jean-Michel Aulas aussi, nous sommes allés à Lyon pour justement permettre de donner du matériel aux enfants. Donc on est parti sur ça. Et puis par la suite, on retourne toujours à ses premiers amours, ce qui est la compétition. Et on a créé une autre mission qui est Envol 3. Et là, en fait, on essaye de permettre sur 4 ans, on essaye d'amener en fait de l'expertise à des jeunes filles qui vont, dans quelques années, pouvoir faire des championnats du monde. Donc le temps, elles sont cadettes. Donc on va essayer pendant 4 ans de leur amener en fait une certaine expérience, que ce soit sur la piste, en dehors, que ce soit sur, je dirais, sur les stages, donc des stages ici, des stages à l'étranger, pour leur permettre en fait de s'aguerrir, pour leur permettre de gagner en humilité. Et en même temps, à côté de ça, on amène en fait des étudiants bénévoles pour leur permettre aussi de ne pas arrêter la scolarité. Alors ça vous plaît de transmettre? Oui, en fait j'ai eu la chance, j'ai grandi dans une famille tout à fait modeste qui nous ont donné beaucoup d'amour. Ma mère était dans l'enseignement, donc c'est vrai que ça donne quand même de bonnes bases. Et mon père était météorologue, mais en l'occurrence il a été, je dirais, footballeur. Donc j'ai commencé, j'ai découvert, je dirais, le milieu du football, le milieu de la compétition, le milieu collectif. Et il y avait en permanence du brassage, des formations. C'est je donne, je reçois, je donne. Et c'est vrai que j'ai grandi dans cette atmosphère qui ne me disait pas garde ce que tu sais, mais surtout essaye de transmettre. Donc voilà, j'ai gardé l'éducation de mes parents. Alors vous êtes marraine d'handicap international. En quoi consiste votre rôle? Je dirais sur des événements ponctuels. C'est parler d'handicap international, c'est aller justement au contact pour savoir ce qui est fait, permettre justement de parler, je dirais, du milieu handicap, parce qu'on a pendant un certain moment, on avait du mal à se dire ou à regarder le voisin qui est handicapé. C'est essayer de faire taire ces tabous et d'aller vers les gens pour leur dire il y a des missions à faire. Le milieu handicapé existe, mais nous pouvons justement essayer de réduire cette différence. Alors tout à l'heure on en parlait, donc vous avez continué vos études pendant que vous faisiez de l'escrime, donc vous avez fait quoi comme études? Alors au début, on a une bonne éducation, on continue, on a le bac. Mais après le bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais moyenne. Mes professeurs, quelque part, m'ont dit, bon, comme t'aimes le sport, t'aimes les enfants, oriente-toi vers le professorat d'éducation physique. Donc voilà, j'ai suivi parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et puis au bout des 2 ans, je me suis dit que je ne voulais pas faire ça. Ce qui me plaisait, c'était l'organisation d'événements, c'était le développement du tourisme. Donc j'ai bifurqué dans une formation de tourisme, et ce qui me plaisait, c'était non pas le loisir mais le tourisme d'affaires. Donc du coup je me suis retournée en fait, enfin non, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, et j'ai fait ma formation en fait au sein de l'Office du tourisme de Paris, et c'était au service du développement du tourisme d'affaires. Donc en gros, c'était vendre Paris en tant que capitale numéro 1 du tourisme d'affaires. C'était présenter en fait Paris et présenter ses professionnels, que ce soit le transport, l'hébergement et autres. Et ce milieu m'a plu. Mais je dirais les résultats sportifs aidants, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes, des conseillers régionaux, généraux, et en fait on m'a présenté des projets ponctuels sur le développement du sport, touchant aux enfants, dans les quartiers sensibles, dans les quartiers je dirais naissants. Donc voilà, c'est mon parcours à moi, voilà. Alors on va parler des personnes que vous aimez. Alors qui compte particulièrement pour vous? J'ai une petite idée, mais bon, je pose quand même la question. Alors j'ai un gros cœur, j'ai plein d'amour, donc c'est de l'amour à partager avec tout le monde. C'est ma fille, mon mari, ma famille et tous ceux qui m'aiment, et même ceux qui ne m'aiment pas. Je les aime quand même, voilà. Je les aime quand même, voilà. Donc voilà. Alors, vous avez eu votre fille et vous êtes revenu à la compétition tout de suite après. Vous avez même fait de l'entraînement quand vous étiez enceinte.
Alors comment on arrive? Alors ça a été un choix mûrement fait parce que ce qu'il faut savoir c'est que la condition féminine dans le sport est très difficile. Mais les mentalités se métamorphosaient et on acceptait, je dirais, dans les années 90-91, on commençait à entendre des sportifs qui voulaient enfanter. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être en équipe de France avec Sophie Morisset, qui a été championne et olympique et grande championne dans le pentathlon moderne, qui a eu en fait une petite Justine et elle m'a permis en fait de me dire c'est possible de gérer en fait de front le pentathlon moderne qui regroupe 5 disciplines, l'escrime qui représente une discipline et avoir en fait sa vie de maman. Donc inconsciemment elle m'a en fait orientée vers mon choix qui voulait en fait je voulais connaître les joies de la maternité. Et avec mon mari, donc on a décidé en fait de se lancer dans cette opération. Et comme nous sommes des athlètes de haut niveau, nous sommes des athlètes en fait qui fonctionnaient, je dirais, sur les 4 ans, sur des périodes olympiques. Donc on savait pertinemment que c'était une année post-olympique, puisqu'on a le temps de revenir. On a 3 bonnes années pour repartir sur un parcours olympique. Donc en 2000, après les Jeux de Sydney, on a décidé de se lancer. On m'avait averti que justement le fait de vouloir ne pouvait pas systématiquement permettre de connaître ses joies très rapidement. Et en fait non, j'ai eu la chance de tomber enceinte tout de suite. Et en fait c'était un choix mûrement réfléchi. C'est-à-dire que j'acceptais les transformations du corps, puisque en tant qu'athlète de haut niveau, on est toujours en train de sculpter son corps, de travailler. Et j'acceptais en fait la métamorphose de prendre des kilos, 100 kilosé, avoir mal au dos. Mais pour moi, la grossesse n'était pas une maladie, mais c'était juste une grosse joie que j'allais découvrir pendant 9 mois. Et au bout de 4 mois, j'avais déjà, comme on anticipe beaucoup dans nos sports, j'avais déjà tout acheté. Donc je me suis dit, bon, je vais m'affaler sur mon canapé pour une fois. J'ai regardé les séries et en fait, je ne pouvais pas. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, de faire des choses. Donc je suis retournée dans la salle d'escrime et j'ai demandé à mon maître d'armes de me donner des leçons en siège. Donc ce sont des leçons qui consistent à être assise et à ne travailler en fait que le travail des yeux et du bras. Donc je le touchais, mais en l'occurrence je ne me faisais plus d'assaut. Donc et encore j'ai tiré jusqu'à 3 mois, mais en fait j'ai eu la chance d'avoir une très très bonne grossesse au début. Je n'ai pas connu les maux, les vomissements, les maux les douleurs au sein, et je n'avais pas de ventre parce que justement ma cage abdominale était trop bien faite. Donc il a fallu en fait plus de 6 mois pour détendre tout ça. Donc pour moi je n'étais pas physiquement, j'étais enceinte, mais je n'avais rien qui me rappelait la grossesse. Donc j'ai tiré jusqu'à 3 mois et je suis partie. J'ai eu la chance de partir faire des fêtes de fin d'année. Et à ce titre, j'ai commencé à manger les bons petits plats de ma mère et le ventre est sorti. Donc là, c'était clair. J'avais un petit ventre. Donc j'ai pris les leçons en siège jusqu'à 8 mois. Ah oui, quand même. Et après, retour... Oui, c'était de l'entretien. Le bras travaillait, la tête travaillait, et comme l'escrime c'est un sport physique et cérébral, donc l'aspect cérébral continuait à fonctionner. Et puis finalement, Léelou, elle est née le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Je pensais aller voir les musiciens, mais non, elle m'a rappelé, elle me dit bon voilà, je veux découvrir le monde, donc elle est née à 21h20, et voilà. Ce qui était bien, c'est que la fédération m'avait donné une wildcard. Elle m'avait offert le billet pour pouvoir revenir au championnat du monde qui était 4 mois après, si tout allait bien. Si mon bébé grandissait bien, si moi je récupérais bien aussi, j'avais la possibilité de pouvoir en fait renforcer l'équipe de France qui s'était renouvelée puisqu'il y avait eu 2 départs, Sophie Morisset-Pichot et Valérie Barlois. Donc justement notre équipe était jeune, très jeune, et donc du coup ils me donnaient une place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a une place par équipe, ça donne le droit de tirer à l'individuel. Donc 6 semaines de délai après l'accouchement, j'ai pu reprendre tranquillement, et là on a fait un travail stratégique.
qui m'a permis effectivement d'être vice-championne du monde 3 mois et demi après. Ça doit faire super plaisir quand même d'être vice-championne du monde 3 mois et demi après. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que tout le travail était derrière. En fait, sur une compétition, on peut revenir. C'est-à-dire qu'avec mon maître d'armes, on a travaillé en fait tout ce qui était qualitatif. C'est-à-dire que le bras avait travaillé, la tête avait travaillé, on avait fait un gros travail de vidéo. Il fallait juste retrouver la coordination il fallait déjà accepter de perdre 18 kilos. Déjà, pour commencer. Mais en fait, j'ai fait de la rétention d'eau et au sortir de la maternité, j'en avais perdu 11. Donc en fait, j'avais 4 mois et il fallait perdre le maximum. Non pas se dire je vais perdre tous les kilos, les 7 kilos qui restaient, mais c'était essayer de stabiliser un poids pour me permettre en fait de tirer et comme mon jeu est offensif, donc d'être plus ou moins bien. Donc en fait, j'ai fait mes championnats du monde avec plus 3 kilos, 3 bons kilos, sauf qu'il n'y avait que moi qui le savais. Et donc du coup, on a fait une stratégie autour de ma nouvelle, en fait, enfin, mon poids en fait de cette période. Donc voilà, donc on a tenté des coups, on a travaillé en qualité et pas en quantité. Donc je savais pertinemment que je pouvais faire 4-5 coups pour bluffer. Et voilà. C'est pour ça que je dis que l'escrime, c'est un jeu d'échecs aussi. C'est un jeu stratégique et donc du coup, on a travaillé sur la stratégie, non pas sur la technique. Et vous avez... Effectivement. Je frôle la médaille d'or de peu, mais j'ai bluffé en fait toutes celles qui étaient avant, sauf que celle qui a été championne du monde, c'était Bockel. Elle revenait de blessure. Et elle avait, en fait, ça faisait plus de 9 mois qu'elle avait repris, donc elle avait la condition et elle savait aussi, par où j'étais passée. Donc, en fait, on n'était pas sur les, elle avait plus de conditions physiques que moi. Donc, elle a été championne du monde. Voilà. Alors, vous avez des valeurs qui vous tiennent à cœur? Des valeurs, oui. Oui. Allez-y. Alors, je déteste le mensonge. Je n'aime pas le mensonge. J'aime la franchise. Et ce sont les deux qui me tiennent. Et puis, j'aime donner, voilà. Voilà, c'est ça. C'est donner, être franc et ne pas mentir. Je déteste l'hypocrisie, voilà. Ça va. Je donne des chances, mais je déteste le mensonge. Ok, on a noté, alors on ne vous mentira pas. Alors je passe à vos goûts. Alors en cuisine... vous parlez tout de suite de cuisine en fait finalement. Alors qu'est-ce que vous aimez particulièrement en cuisine? En cuisine? Ouais. Le plat qui fait très très mal partout dans le corps, c'est le foie gras chaud poêlé. À manger avec modération. Pas avant une compétition. Voilà, donc ce sera mon premier plat après compétition. Et il y en a quand même un que vous n'aimez pas? Des plats à base de riz au lait. J'ai un peu de mal. Oui, voilà. Non, en général, j'aime découvrir. J'ai la chance, en fait, d'avoir, je dirais, une triple culture. Je suis domienne, je suis française et européenne. Donc, c'est vrai que dans mon entourage, j'aime goûter à tout. J'aime le fromage. J'ai découvert des vins qui vont avec des plats. Je ne vais pas faire de publicité, mais c'est très bien. Et c'est vrai que lorsque je rentre chez moi, j'adore en fait retrouver les mets, je dirais, colorés de la Guadeloupe. Quand je viens ici en fonction des différentes régions, j'aime bien le sud, j'aime bien m'adapter, j'aime bien découvrir. Donc mon mari aime bien cuisiner, donc il me fait découvrir. Et puis c'est vrai que la richesse de l'escrime, c'est aussi de pouvoir voyager. Et sur les pistes, je me suis fait des amis qui me font découvrir aussi les mets de chez eux. Donc ça n'a pas bonne ambiance sur place, quoi. Alors en vêtements, quel est votre style? Alors je disais qu'au début j'étais garçon manqué et puis très vite j'ai su shipper les vêtements de ma sœur.
En Guadeloupe, on aime beaucoup les couleurs, donc j'aime beaucoup mettre des couleurs, même en hiver, en fait, dans la grisaille. J'aime bien, en fait, rajouter des... Oui, oui. Donc, c'est un peu je dirais ma double culture qui fait que je suis un peu les mystères du Dr Jekyll et Mr Hyde. Je vais mettre du coloré en hiver et vice-versa. Mais j'aime bien mélanger, en fait, je dirais la féminité au côté masculin. Donc un bon mélange entre, je dirais, une coupe droite avec, je dirais, des accessoires très féminins. Voilà. Un petit rappel de votre enfance, garçon manqué. Un petit peu garçon manqué, mais agrémenté justement par en fait deux femmes qui ont marqué je dirais mon adolescence, ma mère et ma sœur. Donc deux très belles femmes, une très, je dirais, très robe, très accessoires féminins avec les chaussures, les talons. Mais je commence à mettre des talons, marcher élégamment. Et ma sœur qui est très rocking girl. Donc c'est des jolis mélanges et c'est vrai que je peux faire des mélanges, des assortiments qui déplairont en fait à certains, mais voilà. Mais j'aime bien la note sportive, sexy, je dirais working girl, voilà. D'accord. Alors musique, votre chanteur préféré? Alors, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais faire un petit clin d'œil à un groupe qui aujourd'hui en fait habite ma préparation, et je ferai un clin d'œil à un groupe antillais qui s'appelle Soft. C'est un groupe ce n'est pas du zouk, ce n'est pas du R&B, c'est un mélange de gros cas, donc de musique traditionnelle, et un mélange de jazz. Ok, bon, on a noté. Alors, niveau film, est-ce qu'il y a un film que vous avez adoré? Un film que j'ai adoré. Tiens, je vais faire un petit clin d'œil au film que j'ai vu hier soir avec Coluche, qui est 2 heures moins. C'est 2 heures. Oh, beaucoup de 2 heures moins de quart avant Jésus-Christ. Voilà. Et c'était hier soir. Et c'est vrai que c'est très plaisant, mais c'est surtout que c'est un peu la énième fois que je vois ce film, et à chaque fois on fait avec mon mari on essaye de retrouver en fait je dirais les petits clins d'œil du moment, de la publicité. C'est des reprises de films, des musiques, des morceaux de musique. Donc c'est assez sympa. Et est-ce qu'il y a un film que vous détestez? Je déteste en fait les films d'horreur. Je n'aime pas parce que en fait, j'ai tendance à m'imprégner et à être en fait, bon spectateur. Donc, je rentre tout de suite dans les films, et ces sortes de films d'horreur, je n'arrive pas à prendre du recul. Je ne sais pas prendre de recul, donc je m'effraie moi-même. Donc, voilà, je parlerai des films d'horreur. Sinon, je suis bon public. J'aime lequel. Le bon public de base, quoi. Alors, quel est votre sportif préféré? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement que je ne veux pas vexer. Mais je ne vais pas vexer, et je ne vais pas choisir un sportif, mais je vais mettre en avant un groupe de jeunes, l'équipe de France de volley qui revient des championnats d'Europe. Ça fait 7 ans qu'ils n'avaient pas brillé, ils n'ont pas gagné, mais ils ont fait 2e. Mais en fait, il y avait la détermination, et ils sont sélectionnés pour les championnats du monde. Donc je ferai juste un clin d'œil à cette équipe de volley. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui commencent l'escrime? Si j'avais un conseil à donner à des jeunes, c'est de poser des questions. C'est de s'imprégner en fait de la salle, de s'imprégner en fait de l'ambiance de la salle, de s'imprégner des conseils du maître d'armes et de se faire plaisir. Voilà. Mais c'est surtout de ne pas avoir peur de poser des questions. Mais après, on verra. S'ils aiment, c'est très bien. S'ils n'aiment pas, il y a d'autres sports. Mais l'escrime, c'est un sport qui permet à tout chacun de se connaître. C'est-à-dire que si on est grand, si on est petit, si on est timide, si on est introverti derrière un masque, on peut se donner le droit de.
Et ça, c'est génial. Et puis, c'est un combat. Donc, on a une arme, on a l'impression de devenir les maîtres de la terre ou les maîtres de la salle sur un temps. Et ce qui est important, c'est un jeu du chat et de la souris. Et c'est celui qui a le dernier mot. Donc, les bavards, peut-être qu'ils ne pourront pas avoir le dernier mot. Et ceux qui sont justement timides, peut-être qu'ils pourront justement, je dirais, derrière un masque, essayer de rivaliser avec les meilleurs. Donc, le temps de 5 touches, de 15 touches, on peut se faire plaisir. Donc, essayez, voilà. On va essayer. Tiens, moi aussi, je vais essayer. D'accord. Non, pas tout de suite, pas maintenant. Hein. Alors là, on arrive à la fin de l'interview. Je vois que votre joker est toujours posé à côté. Ben, je vous le laisse. Pourquoi vous ne l'avez pas utilisé? Pas besoin. Parce que je suis bavarde. J'avais pas envie de l'utiliser, ça m'aurait sapé une question. Je ne vais pas l'utiliser. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. D'accord. Et puis à bientôt. Merci également au Fouquet's Barrière pour son accueil. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur worldsports-events.com à la rubrique Athletes Corner. Très bonne journée, au revoir.